Donc on va commencer. Alors, comme le cours hier a sauté, il y a un nouveau cours qui a été ajouté mercredi prochain, entre midi et 1 heure. J'espère que vous êtes au courant. Et donc, nous, on va continuer le programme. Donc aujourd'hui, alors on est là ensemble pendant un petit bout de temps. La première heure, on va parler de la ventilation alvéolaire puis de la diffusion. Ensuite, il y a un cours qui va à peu près prendre normalement, je pense, une demi-heure, le transport des gaz. Et ensuite, les rapports ventilation-perfusion qui prendra le reste du temps. Donc, on va commencer avec ventilation alvéolaire et diffusion. Alors, aujourd'hui, la ventilation alvéolaire, en fait, la dernière fois, vous vous souvenez, on a essayé de comprendre comment l'air entrait dans les poumons et dans l'appareil respiratoire et comment il en sortait. Et on a vu qu'évidemment les muscles respiratoires jouaient un rôle important et que l'air en fait suivait, donc était entré dans les poumons parce qu'il y avait une différence de pression entre la pression alvéolaire qui règne dans les alvéoles et la pression extérieure, la pression atmosphérique. Aujourd'hui, on va regarder en fait un petit peu qu'est-ce que c'est que cet air, de quoi il est composé, donc comment est composé l'air inspiré, l'air alvéolaire, l'air expiré. Et puis on voit que si on a de l'oxygène qui rentre dans les poumons et qui va finalement passer dans la circulation pour aller jusqu'au tissu, on peut parler de consommation d'oxygène et dans le même esprit, on peut parler de production de CO2 puisqu'il y a du CO2 qui va passer du sang dans les alvéoles, puis finalement à l'extérieur. Donc, on va essayer de comprendre comment on calcule cette consommation d'oxygène et cette production de CO2. Il y a une équation qui va servir pour un peu comprendre comment tout ça fonctionne, c'est l'équation des gaz alvéolaires, donc on va aussi en parler. Et donc tout ça concerne la ventilation alvéolaire. Et puis ensuite, la deuxième partie, c'est comprendre comment les gaz traversent les parois alvéolaires, et c'est ça qui s'appelle la diffusion. Donc le plan, ça va être d'abord de suivre un peu ça, c'est-à-dire parler de la ventilation. Qu'est-ce que c'est que la ventilation? Qu'est-ce que c'est que la ventilation alvéolaire? Comment sont composés les gaz inspirés et les gaz alvéolaires? Puis ensuite, qu'est-ce que c'est que la consommation d'oxygène et la production de CO2, voir ce que c'est que l'équation des gaz alvéolaires, et finalement, la diffusion, qu'on appelle la diffusion alvéolo-capillaire, puisque le gaz va de l'alvéole au capillaire, enfin pour ce qui est de l'oxygène, et on va voir que cette diffusion, elle suit la loi de Fick. Alors, c'est le schéma un peu différent, mais comme on a vu avant-hier, ou il y a 3 jours. Donc ici, c'est l'appareil respiratoire, représenté schématiquement, les voies aériennes, les poumons, les alvéoles. Et puis la circulation, ce qu'on appelle la petite circulation, donc la circulation pulmonaire, ou la grande circulation, donc la circulation systémique ici. Et puis, très schématiquement, donc, ce sont les tissus. Et on voit que, alors, on a l'air qui entre dans l'appareil respiratoire. Il entre par ce qu'on appelle en fait des phénomènes de convection. Donc, on a vu le dernier cours. Une fois que l'oxygène est dans le poumon, il va passer dans la circulation, donc par un phénomène de diffusion qu'on appelle de transfert alvéolo-capillaire. C'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie du cours. Puis ensuite, l'oxygène va être transporté. Le sang donc est enrichi en oxygène, il est transporté jusqu'au tissu où là, l'oxygène va être consommé. Il y a une production de CO2 qui est un déchet du métabolisme. Le CO2 va passer dans la circulation. Ici, le sang, il est appauvri en oxygène et enrichi en CO2. Il va revenir jusqu'au niveau du poumon et le CO2 va aussi diffuser vers l'alvéole. Le sang va à nouveau reprendre un cycle et reprendre de l'oxygène et le CO2 va finalement être expiré. Et donc, on peut parler ici, au niveau des tissus, il y a une consommation d'oxygène et une production de CO2. Donc, on le représente ici avec un point au-dessus que parfois j'ai omis de mettre, d'ailleurs, je crois, mais qui représente en fait une production par minute. Hein, le point, c'est un débit par minute. Et donc, on a une consommation d'oxygène, une production de CO2 au niveau des tissus. Et finalement, c'est la même chose au niveau de l'alvéole. Il y a une consommation d'oxygène et une production de CO2. Donc, ce qui est produit globalement
de CO2 ou consommé d'O2 au niveau des tissus va être produit ou consommé au niveau du poumon. Alors, avant d'essayer de mieux comprendre d'abord donc ce que c'est que cette ventilation, de quoi est composé le gaz inspiré, le gaz alvéolaire, je voudrais simplement revenir sur des petites notions de vocabulaire. Alors, vous savez bien que quand on parle de concentration, c'est un nombre de molécules, et donc par unité de volume ou généralement. Dans l'air, on va souvent parler de fraction. Donc on va parler de fraction d'un gaz, c'est un pourcentage en fait. C'est-à-dire que si on dit 21% d'O2 ou 0,21, ça veut dire 21 millilitres d'O2 pour 100 millilitres d'air. D'accord ? Donc c'est une façon de s'exprimer, mais qui en fait est une concentration. Donc 21%, c'est 21 millilitres d'O2 pour 100 millilitres d'air. Dans le sang, on va aussi parler de concentration d'oxygène. Et souvent, au lieu de dire concentration, l'habitude, c'est de dire qu'on parle de contenu en oxygène. Mais en fait, contenu, ça correspond à une concentration. Et de la même façon, si on dit que le contenu en oxygène dans le sang est de 20%, ça veut dire qu'on a 20 ml d'O2 pour 100 ml de sang. Après, on peut aussi exprimer la quantité d'oxygène dans un volume ou dans du sang, dans de l'air, par des pressions. Les pressions, elles représentent l'agitation moléculaire. Donc c'est deux choses différentes. Là, c'est le nombre de molécules. Là, c'est l'agitation moléculaire. Et donc, on peut exprimer la pression partielle d'un gaz, c'est-à-dire c'est la fraction du gaz, donc d'accord, le pourcentage, la concentration du gaz, par la pression totale du mélange. C'est-à-dire que si on a une pression barométrique à 760 mm de mercure, la pression partielle d'oxygène dans le gaz inspiré, si on sait que la pression, la fraction d'oxygène dans le gaz c'est 21%, on va dire que la pression partielle d'oxygène c'est 760 fois 0,21. D'accord ? A priori c'est des notions que vous connaissez déjà, mais comme on va pas mal les utiliser, c'était pas mal de les rappeler. Et puis, quand vous allez parler, quand vous allez vous exprimer, il faut toujours bien préciser de quelle pression vous parlez. Vous voyez que là, je parle de pression de gaz, mais par exemple, dans la physiologie cardiovasculaire, vous avez entendu parler de la pression dans un vaisseau ou de la pression hydrostatique. Parfois aussi, la force développée par un muscle, on va l'exprimer par la pression développée aussi. Et donc, il faut vraiment toujours, à chaque fois, que vous précisiez bien de quoi vous parlez. Alors, j'en profite pour faire un aparté. En fait, cette année de deuxième année d'études de médecine, bien sûr, on vous apprend voilà, comment fonctionnent les organes, etc. On vous apprend surtout à utiliser le bon vocabulaire, du vocabulaire qui n'est pas toujours habituel pour vous. Donc, il faut apprendre des nouvelles expressions, des nouvelles façons de vous exprimer. Et donc, un des objectifs aussi de l'année, mais pas seulement en physio, c'est dans toutes les matières, c'est de bien être précis et d'apprendre le bon vocabulaire. C'est-à-dire que vous allez vous exprimer de façon différente de la personne qui n'a pas suivi d'études de médecine, parce qu'il y a des notions bien particulières qui sont derrière ces expressions. Et un des objectifs au moment de l'examen, c'est de vérifier que vous avez bien acquis ces expressions et acquis ce que ça veut dire, la définition et la façon de les exprimer au bon moment. Alors, en fait, vous allez être un peu privilégiés cette année parce que comme vous êtes très nombreux, on a décidé, je pense que Pierre Boutouiri a dû vous le dire au début de l'UE, on a décidé de ne plus faire de questions rédactionnelles parce qu'en fait, on se voit mal chacun corriger 500 copies. Et donc, vous aurez des QCM. Et ce sera la même forme d'interrogation, sauf que ce sera sous forme de QCM, ce qui pour vous finalement est plus facile parce que vous aurez moins à montrer que vous savez utiliser le vocabulaire, puisqu'on va déjà le formuler, nous, dans les QCM, et vous aurez à cocher ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Malgré tout, et donc c'est vrai que les années précédentes, on corrigeait les copies, et donc on vérifiait évidemment cette acquisition de vocabulaire. Malgré tout, c'est vraiment important qu'à la fin de l'année, vous ayez bien acquis tous ce vocabulaire. À la fin du poly, j'ai mis d'ailleurs quelques conseils pour répondre aux examens, donc effectivement, ça va être moins le cas là, puisque vous n'aurez pas vous à écrire et à formuler, mais vous verrez que je cite quelques exemples où on voit que l'étudiant, un ou deux exemples, que l'étudiant n'a vraiment pas acquis le vocabulaire qui correspond à la matière, et évidemment c'est un peu dommage, et ça montre qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Donc il faut absolument, que vous fassiez attention à ça, et toujours bien vous dire quel est le bon vocabulaire là,
et est-ce que je suis bien précis? Est-ce que ce que je dis est bien clair pour l'interlocuteur? Est-ce que j'exprime suffisamment bien et clairement ma pensée? Alors revenons au cours, justement aussi, encore du vocabulaire. Donc c'est la notion de volume courant. On va s'en servir et donc c'est pour ça que je reprends. Si vous vous souvenez, la dernière fois je vous ai raconté que là en ce moment vous étiez tous en train de respirer ce qu'on appelle une respiration calme. La respiration calme c'est ça, c'est le volume courant. C'est-à-dire c'est le volume que vous allez inspirer et expirer quand vous ne faites aucun effort. Et c'est à peu près 500 millilitres, donc c'est un volume relativement important. Et il est abrégé V, petit t en indice. T, c'est pour tidal, la marée. Alors, qu'est-ce que c'est que ces 500 millilitres? Vous allez les inspirer, là, 500 millilitres. Comment ça va se répartir, ces 500 millilitres, dans l'appareil respiratoire? Bien, clairement, ces 500 millilitres, quand vous inspirez, ils vont passer dans les voies aériennes, et puis ensuite, ils vont aller jusqu'au poumon. Mais donc, il y a forcément, dans ces 500 millilitres, une partie qui va rester dans les voies aériennes. Les voies aériennes, c'est quoi? C'est les voies aériennes supérieures, mais c'est aussi la trachée, les bronches, les bronchioles. Ça représente à peu près, évidemment ça dépend des individus, mais en moyenne, ça représente à peu près 150 millilitres. Donc, sur les 500 millilitres que vous inspirez, il y en a en fait seulement 350 qui vont aller dans les poumons, qui vont aller au niveau des alvéoles, et qui vont du coup pouvoir participer aux échanges gazeux. Vous vous rappelez, je vous ai dit les échanges gazeux, c'est qu'au niveau des poumons, pas au niveau des voies aériennes. Et donc on a 150 millilitres ici qui ne vont pas participer aux échanges gazeux. L'autre point, c'est que ces 350 millilitres, dans le poumon, en fait, on a à peu près 3 litres dans le poumon comme volume. Donc vous voyez que 350 millilitres, c'est très peu par rapport aux 3 litres, et ils vont se répartir, en fait, si on mettait le tissu alvéolaire à plat, là, donc toute la surface d'échange à plat, on aurait à peu près 50 à 100 mètres carrés, donc une surface énorme de possibilités d'échange. Et ces 350 millilitres qui se répartissent dans 3 litres, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque inspiration, en fait, il y a un faible renouvellement du gaz alvéolaire en oxygène. On peut donc, et oui, ça je remets à chaque fois pour que vous vous souveniez au moins qu'il n'y a pas d'échange gazeux en dehors des alvéoles. Et donc, finalement, qu'est-ce que c'est que la ventilation alvéolaire? Qu'est-ce que c'est que la ventilation morte? Le volume d'air dans les voies aériennes, donc, il ne participe pas aux échanges gazeux. Et on appelle ça le volume d'air qui est présent dans les voies aériennes et qui ne participe pas aux échanges gazeux, on va appeler ça le volume mort ou l'espace mort anatomique. Et on l'indique VD, D pour dead, donc c'est à peu près 150 millilitres. Donc la ventilation c'est V T, donc le volume courant, multiplié par la fréquence respiratoire. La fréquence respiratoire, c'est à peu près, ça dépend évidemment, mais en moyenne, on peut dire 15-16 par minute. On appelle ça la ventilation minute, on appelle ça aussi le débit ventilatoire. Ça va comporter la partie d'air qui participe aux échanges gazeux, ce qu'on appelle la ventilation alvéolaire, donc V grand A c'est alvéolaire, fois la fréquence, et puis la partie qui va se trouver dans l'arbre trachéobronchique qui ne participe pas aux échanges gazeux, et ça on appelle ça la ventilation morte, VD fois F. D'accord? Tout ça c'est des terminologies, c'est assez simple, c'est remis ici. Le volume, donc on a la ventilation, la définition, le volume courant 500 millilitres. Dans ce volume courant, on a 150 millilitres de volume mort, donc on a 350 millilitres qui participent aux échanges gazeux. Donc le volume alvéolaire, ça peut s'appeler aussi le volume utile des échanges, le volume courant alvéolaire, pour différencier de tout le volume alvéolaire pulmonaire, les 3 litres. C'est un volume virtuel, c'est un volume conceptuel, bien sûr, ça ne se mesure pas, et donc c'est égal à VT moins VD. Alors, là, il y a un petit schéma également, mais je crois que ça reprend, c'est pour si jamais vous n'aviez pas bien compris. En pré-inspiration, finalement, comment ça se présente? On a ici de l'air alvéolaire, on va voir plus tard sa composition, et on a dans l'alvéole, dans les voies aériennes, bien sûr, on a un air qui en fait est un air qui est la fin de, enfin qui est de l'air qui normalement devrait être expiré, mais qui est resté dans les voies aériennes. On va voir ce qui se passe, c'est la fin de l'expiration ou la pré-inspiration, c'est la même chose. Donc c'est de l'air qui a participé aux échanges gazeux, qui est appauvri en oxygène et enrichi en CO2, donc on a colorié ici en bleu. Quand on inspire, c'est ce volume courant. On a donc une partie d'air riche en oxygène qui va rester dans les voies aériennes.
L'air ici, qui était dans les voies aériennes, qui était enrichi en CO2, appauvri en oxygène, il va retourner, il est en quelque sorte poussé, il va retourner dans les alvéoles. Et on a donc à peu près 350 millilitres qui participent aux échanges gazeux. Fin d'inspiration, début d'expiration. En fait, on a ici l'air qui a participé aux échanges gazeux et qui est enrichi en CO2 appauvri en oxygène. Ici, celui-là, il reste de la même composition puisqu'il est dans les voies aériennes. Et on expire. Et donc, on se retrouve ici dans la même situation que là. On a expiré une partie d'air qui, en fait, n'a pas participé aux échanges gazeux, et de l'air ici, qui a participé aux échanges gazeux, qui est enrichi en CO2, appauvri en oxygène. D'accord? Et on se retrouve dans la situation initiale. C'est bon? Ok, je vous ai complètement endormi, là, donc on continue. Alors, du coup, maintenant, on va pouvoir, une fois que tout ça est mis en place, on va pouvoir regarder quelle est la composition de l'air, justement, exactement, puisque là, c'est un peu des couleurs, c'est joli, mais on aimerait être un peu plus précis. Donc, quelle est la composition de l'air, donc du gaz inspiré, du gaz alvéolaire, de l'air expiré? Alors déjà, quelle est la composition de l'air atmosphérique? Donc ça, on va se mettre dans une situation où on a une pression atmosphérique à 760 mm de mercure. Et vous le savez, je pense, on a à peu près 21% d'oxygène et 79% d'azote dans l'air. Le reste est négligeable. Et donc, on est avec une pression partielle, puisqu'on a vu comment la calculer, à 600 pour l'azote, millimètres de mercure, et 160 d'oxygène, 160 mm de mercure. Donc, vous savez que la pression atmosphérique, elle va être modifiée en fonction du temps. Donc là, on se met, voilà, c'est un jour de beau temps, moyennement frais au niveau de la mer. Évidemment, la pression atmosphérique va pouvoir être modifiée en fonction du temps, mais la composition de l'air atmosphérique ne se modifie pas. Donc on a toujours 21% d'oxygène et 79%, donc à peu près 20% d'oxygène et 80% d'azote. Alors, un point aussi, vous avez dû remarquer déjà, vous avez généralement fait des études scientifiques jusqu'à présent où on est toujours hyper précis. Et 0,21, c'est pas 0,20, c'est 0,19,6, etc. C'est vraiment hyper précis. En fait, en médecine, c'est pas comme ça. Généralement, on est un peu plus... c'est des approximations. Là, on dit 21%, parfois je peux dire 20%, mais c'est à peu près la même chose. Donc on est souvent moins précis. Et il n'y a pas un chiffre qui est la vérité. On est tous des individus, donc vous verrez les valeurs normales, elles oscillent entre une valeur inférieure à la normale, une valeur supérieure à la normale, et les valeurs normales, c'est compris dans cette fourchette. Donc il faut être un peu plus souple au niveau des chiffres qu'on vous donne. Il ne faut pas les apprendre non plus de façon... bon, il y a des chiffres, 21% d'oxygène dans l'air ambiant, c'est pas mal de le savoir quand même, c'est la culture générale, mais autrement, c'est pas la peine d'apprendre de manière très précise les chiffres qui sont indiqués là. Alors maintenant, le gaz inspiré. Quand on inspire, quand vous inspirez ce gaz, eh bien en fait, il va déjà être modifié. Dans les voies aériennes, l'air atmosphérique, il va être humidifié. Donc il y a des échanges au niveau des cellules qui bordent l'épithélium des voies aériennes, et donc il y a une humidification de l'air. L'air, il est réchauffé aussi, et il est humidifié. Et il va être saturé en vapeur d'eau. Et à 37, la pression partielle de l'eau, c'est 47 mm de mercure. Si bien que finalement, eh bien évidemment, s'il y a de l'eau ici qui va être présente, eh bien ça va diminuer le pourcentage, la fraction en oxygène. Donc la pression dans le gaz inspiré en oxygène, ça va être la pression barométrique moins 47 fois le 0,21 d'O2. Donc si on le calcule, on passe à 150 mm de mercure. Le reste aussi bouge, mais là ce qui nous intéresse c'est l'oxygène. Mais bien sûr, vous pouvez faire le même calcul pour l'azote. Donc ça c'est l'air dans les voies aériennes. Ensuite, dans l'alvéole, eh bien dans l'alvéole, on l'a vu, il y a cet air, c'est une petite fraction qui va arriver dans le grand gaz alvéolaire présent dans tout le poumon. Donc c'est une petite fraction, il y a des échanges. Les échanges ont lieu tellement rapidement qu'on va considérer que le gaz alvéolaire, il est de composition constante, puisqu'on n'a que de ces 350 ml qui arrivent dans ces 3 litres de gaz alvéolaire complet. Et il est considéré de composition constante, et il est aussi très différent du gaz inspiré, puisqu'il y a des échanges. L'O2 est soustrait, puisqu'il va être prélevé, il va aller dans le sang, du CO2 va arriver, et évidemment, comme on l'a vu, donc il n'est que partiellement renouvelé à chaque cycle respiratoire. Donc finalement, le gaz alvéolaire, sa composition, eh bien, on va avoir qu'environ 14% d'oxygène. Donc on a une pression partielle en oxygène dans le gaz alvéolaire qui est aux alentours de 100.
Là, j'ai mis 104, donc aux alentours de 100. Et on a une nouveauté, c'est qu'on a du CO2 qui est arrivé, et on a à peu près 5% de CO2 qui correspond à une pression partielle en CO2 à 40. L'air est toujours humidifié, donc on a toujours 47, et puis donc l'azote diminue évidemment en pourcentage. Et dans l'air expiré, eh bien l'air expiré, le gaz expiré, ça va être du mélange de gaz alvéolaire et d'air de l'espace mort, d'accord, l'air de l'espace mort qui n'a pas participé aux échanges gazeux. Et donc finalement, on va avoir dans le gaz expiré une PO2 qui est à 120, il y a 16%, d'accord, c'est un mélange du gaz alvéolaire expiré plus du gaz inspiré finalement. Et donc on a une PO2 à 120. Donc 16% d'O2. En fait, on va aussi avoir partiellement une petite réabsorption d'eau, mais enfin, je ne rentre pas dans les détails. Alors là, par exemple, on peut voir qu'il y a une imprécision de langage. Vous voyez, en fait, j'aurais pas dû mettre R. Enfin là, j'ai pris d'un bouquin, je crois, mais j'aurais pas dû mettre R parce que l'air, c'est l'air ambiant. Donc là, en fait, c'est du gaz expiré. Et là aussi, d'ailleurs, j'aurais pas dû mettre R de l'espace mort, c'est le gaz de l'espace mort. Donc vous voyez, en fait, il faut vraiment être précis et par exemple, je ne l'étais pas suffisamment là. Alors, maintenant qu'on a vu ça, donc c'est ce schéma, c'est le même, hein, c'est les mêmes chiffres, je l'ai repris. En altitude, vous savez qu'il y a des choses qui changent en altitude. Qu'est-ce qui change en altitude? C'est la pression barométrique ou c'est la fraction inspirée en oxygène qui change? Ou les deux? Allez, lancez-vous. Voilà, c'est la pression barométrique, je vous ai dit tout à l'heure. Hein. La pression barométrique, elle change. En revanche, la composition de l'air est toujours la même. Donc la pression barométrique va changer parce qu'en altitude, la pression barométrique change, mais on a toujours 21% d'oxygène. En revanche, comme la pression barométrique change, évidemment, ça va changer. Il va y avoir des modifications de la composition, enfin de la pression en gaz inspiré, en gaz alvéolaire, en air expiré. Et donc, ça va modifier éventuellement les échanges gazeux. Donc ça, c'est la pression barométrique qui diminue. En revanche, si je vous mets, parce que vous avez un problème au niveau de votre poumon, une ventilation qui n'est pas bonne, et donc je vous mets de l'O2 nasal, d'accord? Donc on fait un masque où on met de l'oxygène qui passe pour pour améliorer la quantité d'oxygène présent au niveau du alvéolaire. Donc si je mets de l'O2 nasal, qu'est-ce qui va changer? C'est la pression barométrique, la fraction inspiratoire en oxygène ou les deux? Allô? Voilà, c'est la fraction inspiratoire en oxygène, d'accord? Puisque là, quand je mets de l'oxygène comme ça, je ne vais pas augmenter la pression barométrique, c'est de l'air qui est donné à la pression ambiante, ne change pas. En revanche, je vais augmenter, au lieu d'être à 21% d'oxygène, je vais être à 30%, et du coup, ça va augmenter évidemment la pression partielle, et ça va augmenter la pression aussi au niveau du gaz alvéolaire. Et donc, éventuellement, ça peut, c'est une possibilité pour améliorer les échanges gazeux. On va y revenir petit à petit. C'est bon jusqu'à présent? Alors, maintenant, on va... donc là, c'est la fraction inspiratoire en oxygène qui augmente. Alors, maintenant, on va introduire la notion de consommation d'oxygène, de production de CO2 et comment les calculer. Donc là, on se met dans une situation où la fréquence respiratoire est à 12 par minute. Je vous ai dit, hein, parfois ça peut être à 15, 16, ça dépend évidemment de chaque individu. Alors, évidemment des efforts, là on va prendre quelqu'un au repos qui respire avec 12 inspirations donc par minute. Et le volume courant, c'est 500 millilitres. Si on calcule la ventilation totale, on l'a vu tout à l'heure, c'est 500 fois 12, d'accord, c'est le volume courant fois la fréquence, donc on est à 6 litres minute. Si je regarde ce qui se passe ici, on a vu que dans les voies aériennes, on a une fraction inspiratoire en O2 à peu près à 0,20, d'accord, en fait c'est 0,21, mais là on va prendre 0,20, et la FiCO2 c'est à peu près égal à 0, d'accord, le gaz inspiré, c'est la composition, enfin en pourcentage de l'O2 et de CO2. Si je regarde ce qui est expiré, si vous reprenez le tableau précédent, en fait, la fraction expirée en oxygène, c'est à peu près 0,16. Là, je ne sais pas pourquoi je suis allée à 3 chiffres après la virgule, j'aurais pu mettre 0,16. Et la fraction expirée en CO2, c'est à peu près 0,04. Donc, on peut calculer ici, finalement,
Là, c'est ce qu'on inspire et c'est ce qu'on va ressortir. Donc, on peut calculer la consommation en oxygène. La consommation en oxygène, ça va être là, le volume courant fois la FiO2 moins la FeO2. Ce que j'ai inspiré moins ce que je ressors. Donc, c'est ça la consommation en oxygène, c'est ce qui a été pris entre les deux mouvements d'inspiration et d'expiration. Et donc, si on calcule, eh bien, on arrive à 250 millilitres minute. Et pour la production de CO2, eh bien, c'est pareil, c'est VT fois la fraction expirée en CO2, moins FiCO2, c'est 0, donc c'est 6000 fois 0,036, et donc c'est 200 millilitres minute. Donc la consommation en oxygène par minute, c'est 250 millilitres par minute sur la VCO2 et la production de CO2, c'est 200 millilitres par minute. Ça, c'est dans des conditions, évidemment, c'est en moyenne, c'est dans des conditions particulières. Si vous êtes à respirer beaucoup plus rapidement et à avoir un volume courant beaucoup plus important, par exemple parce que vous faites un effort, d'accord, vous êtes en train de pédaler sur une bicyclette, vous allez respirer beaucoup plus vite, vous allez avoir un volume courant beaucoup plus important. Bien évidemment, la consommation d'oxygène et la production de CO2 vont être beaucoup plus importants aussi, parce que aussi votre métabolisme a besoin de plus d'oxygène et les muscles ont besoin d'oxygène, ils vont produire plus de CO2. D'accord ? Donc tout ça, c'est variable. Là, c'est une certaine condition. Dans les conditions de repos, c'est à peu près ça qu'on peut voir. Alors là, on s'est mis au niveau des voies aériennes, mais on pourrait faire la même chose en se mettant au niveau de l'alvéole. En disant, là, finalement, si on regarde la ventilation de l'espace mort, c'est 150 fois 12, on est toujours à 12 par minute, donc c'est 1800 millilitres par minute. La ventilation alvéolaire, c'est 350 fois 12, donc 4200 millilitres par minute. Et puis, on a vu la composition du gaz alvéolaire, avec 14% en fraction alvéolaire en O2 et 0,05 pour la fraction alvéolaire en CO2. D'accord ? C'est les chiffres précédents du tableau. Donc, on peut calculer de la même façon la consommation en oxygène, mais en regardant par rapport à ce qui a été inspiré et par rapport à ce qu'on observe dans les alvéoles. Et donc, si on reprend, ventilation alvéolaire 4200, FiO2 c'est 0,20, FaO2 c'est 0,137, on retrouve heureusement les mêmes chiffres, 250 ml par minute et 200 ml par minute pour la consommation d'oxygène et la production de CO2. Alors, ça c'est pas à savoir, bien évidemment, c'est simplement à comprendre un peu pour essayer de jongler en comprenant la différence de composition du gaz alvéolaire et du gaz inspiré et du gaz expiré, et aussi à comprendre comment on peut calculer cette consommation d'oxygène, production de CO2. C'est pas à savoir, je vous poserai pas des questions précises sur il faut pas connaître bien sûr les chiffres de fraction alvéolaire en O2 voilà, c'est pas la peine de savoir, de connaître les chiffres, il faut savoir comprendre les modalités de calcul. Alors, en fait, on va appeler quotient respiratoire le rapport entre la quantité de gaz carbonique produit par l'oxydation totale d'un substrat, donc la production de CO2, sur la quantité d'oxygène nécessaire à l'oxydation complète, donc la consommation d'oxygène. Et généralement, le quotient respiratoire, on dit qu'il est à peu près égal, donc à 200 sur 250, donc c'est 0,8. Le quotient respiratoire, en fait, ça va varier, bien sûr, comme on l'a vu, donc en fonction de l'activité du sujet, mais aussi en fonction du substrat, puisqu'on parle d'un substrat qui est oxydé et de la quantité d'oxygène nécessaire pour l'oxydation. Donc ça va dépendre aussi du substrat considéré et donc de l'alimentation. Donc en fonction de ce qu'on mange, si on mange plus de glucides, de lipides ou de protéines, on va avoir aussi un quotient respiratoire qui va varier. C'est bon jusqu'à présent ? Alors, maintenant on arrive à l'équation des gaz alvéolaires. Alors l'équation des gaz alvéolaires, je vous mets la façon de le calculer, mais en fait, là encore, c'est pas la peine de l'apprendre, c'est pas la peine de savoir comment calculer ça, sauf que plutôt que de vous balancer l'équation comme ça, je pense que c'est quand même plus agréable de voir un petit peu comment on arrive à cette équation. Donc dans le poly, il y a le plus de détails, mais ici, je vous mets les principales étapes. En fait, on reprend les différentes équations qu'on a vues précédemment en les modulant et en substituant certains éléments. Donc,
là, on va exprimer la pression alvéolaire en CO2 en fonction de la ventilation alvéolaire et de la VCO2. En fait, sur les diapositives précédentes, on a vu que la pression alvéolaire en CO2, c'est la pression atmosphérique fois la fraction alvéolaire en CO2. On a vu aussi que la production de CO2, c'est la ventilation alvéolaire multipliée par la fraction en CO2. Et donc, si on substitue ici la fraction alvéolaire en CO2 par VCO2 sur VA, en fait, on arrive à pression alvéolaire sur CO2 est égale à production de CO2 sur ventilation alvéolaire fois pression atmosphérique. On fait la même chose pour la pression alvéolaire en O2. Et on arrive à PaO2 est égal à PiO2 moins VO2, enfin consommation d'oxygène, fois pression atmosphérique sur VA. Là, ça vous paraît probablement complètement incompréhensible, mais il faut reprendre les équations précédentes et vous avez le détail dans le poly si vous voulez regarder. Mais comme je vous ai dit, ce n'est pas la peine de le savoir. Vous pouviez faire une sieste. Maintenant, après, la troisième étape, c'est de remplacer ici VO2 par VCO2 sur le quotient respiratoire, puisqu'on a vu que la définition du quotient respiratoire, et finalement, on arrive à cette équation-là. Et là, c'est le moment de se réveiller, c'est l'équation des gaz alvéolaires. En fait, la pression alvéolaire en oxygène, c'est à peu près égal à la pression inspiratoire en oxygène, moins VCO2, moins l'APaCO2, VCO2 sur pression atmosphérique, c'est la PaCO2, voilà, c'est ici. Et c'est ici, pardon. Et ici, on a le quotient respiratoire. Donc, ça, c'est l'équation des gaz alvéolaires. Pourquoi elle est intéressante? Parce qu'elle va nous permettre de raisonner quand on va avoir à analyser un gaz du sang. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un gaz du sang? Quand on a un patient et qu'on veut regarder, voir comment se passent ces échanges gazeux, donc comment fonctionne son poumon, on peut analyser les volumes pulmonaires, et donc ça, c'est ce qu'on appelle les explorations fonctionnelles respiratoires, que vous verrez en ED, mais on peut aussi faire un prélèvement de sang qui est normalement de composition artérielle. Donc on le fait généralement au niveau de l'artère radiale, ici. Il y a une artère là qu'on sent bien si vous mettez les doigts là sur la partie externe du poignet. C'est l'artère radiale. Et là, on peut... Alors généralement, il ne faut pas mettre le pouce, il faut mettre les doigts, les autres doigts, parce que le pouce, vous allez sentir en fait votre pouls au niveau du pouce. Donc en prenant les 3 doigts de la main, vous mettez sur l'artère radiale et vous allez sentir donc une artère qui bat, vous sentez le pouls radial. Et là, on peut prélever. Donc c'est du sang de composition artérielle. Vous savez, quand vous allez faire une prise de sang, généralement au laboratoire, on va vous faire une prise de sang au niveau du pli du coude. Là, on vous prélève le sang veineux. Le sang veineux, c'est très bien pour analyser tout le sucre dans le sang, les différents électrolytes, la créatinine qui va donner un reflet du fonction rénale, etc. Mais quand on veut refléter comment se passent les échanges gazeux, on va regarder plutôt du sang artériel pour voir, c'est un reflet de comment est le sang quand il sort des poumons, est-ce qu'il a été bien, est-ce qu'il y a suffisamment d'oxygène dans ce sang. Donc on prend du sang de composition artérielle, c'est ça qu'on appelle les gaz du sang, on va prélever un échantillon et on va l'analyser. Dans cette analyse, on va regarder donc la pression artérielle en oxygène, c'est P petite a en oxygène, grand A c'est alvéole, petite a c'est l'artérielle. On va regarder la pression artérielle en oxygène, la pression artérielle en CO2, le pH dans le sang, la quantité de bicarbonate dans le sang, l'hémoglobine également, on va en parler un peu plus tard. Et donc tout ça, il va falloir analyser ça. Quand vous serez interne, vous analyserez rapidement, vous aurez oublié tous mes cours, vous ne regarderez plus que la pression artérielle en oxygène, peut-être éventuellement s'il vous est resté quelque chose, vous regarderez aussi l'hémoglobine, mais enfin en gros, et la PCO2, vous regarderez plutôt ça. Mais nous ici, donc vous n'utiliserez plus cette équation, mais nous ici en ED, on va vous apprendre à raisonner avec l'équation des gaz alvéolaires pour essayer de raisonner plutôt en termes de mécanisme, qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien. Donc là, on regarde la pression alvéolaire en oxygène. Elle est égale à la pression inspirée en oxygène. Donc ce qu'on a vu tout à l'heure, la composition finalement de l'air atmosphérique et une fois qu'il a été humidifié, moins la pression alvéolaire en CO2
sur QR. La pression inspirée en oxygène, c'est 150. La pression alvéolaire en CO2, on l'a vu, normalement, c'est 40. Le quotient respiratoire, c'est 0,8. Donc la pression alvéolaire en oxygène, c'est à peu près égal à 100. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. La pression alvéolaire en oxygène, dans notre tableau, je vous l'avais donné direct sans le calculer, sans le mesurer, c'est à peu près 104. Là, en le calculant, on est à peu près à 100. Et là, on va pouvoir, avec cette équation des gaz alvéolaires, ça nous donne quelle est la pression alvéolaire en oxygène. Quand on va mesurer ici la pression artérielle en oxygène, eh bien, on devrait avoir une pression artérielle en oxygène qui n'est pas très loin de la pression alvéolaire en oxygène. Donc pas très loin de 100 mm de mercure. Et c'est là où on va pouvoir raisonner, si elle est très basse par rapport à la pression alvéolaire, qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien dans le poumon. Alors un premier point, par exemple, c'est de se dire, là, j'ai raisonné en me disant la pression alvéolaire en CO2, elle est normale, elle est à 40. Maintenant, un premier point, c'est éventuellement si cette pression alvéolaire en CO2, elle est trop élevée. Donc on sait que la pression alvéolaire en CO2, c'est la production de CO2 sur la ventilation alvéolaire fois la pression atmosphérique. On voit que si la ventilation alvéolaire ici, elle chute de moitié, d'accord ? Si au lieu d'être à 12 par minute, vous êtes très fatigué et vous ne respirez plus qu'à 6 par minute. Donc la ventilation alvéolaire, du coup, elle va chuter de moitié. Eh bien, qu'est-ce que ça va avoir comme effet ? Ça va faire que la pression alvéolaire en CO2 va doubler. Mais du coup, si la pression alvéolaire en CO2 double, eh bien la pression artérielle aussi en CO2, elle va être anormale et elle va aussi augmenter. Et on va appeler ça une hypoventilation alvéolaire. Donc l'hypoventilation alvéolaire, elle va être définie par ce qu'on appelle une hypercapnie. L'hypercapnie, c'est la pression artérielle en CO2 qui est augmentée supérieure à 50 mm de mercure. Normalement, elle est aux alentours de 40 mm de mercure. Si elle augmente de façon élevée, de façon anormale, au-delà de 50 mm de mercure, on va appeler ça une hypoventilation alvéolaire. Alors, quand est-ce qu'on peut avoir une hypoventilation alvéolaire ? Bien, par exemple, si vous prenez des drogues comme la morphine. La morphine, ça va diminuer les centres respiratoires, l'effet des centres respiratoires, donc ça va diminuer la ventilation alvéolaire, ça va diminuer la fréquence respiratoire, diminuer le volume courant. Donc, quand il y a une prise de drogue comme la morphine, on appelle ça des drogues qui sont dépressives respiratoires, et ça va diminuer la ventilation, donc augmenter la pression artérielle en CO2. Si vous avez des muscles respiratoires qui ne fonctionnent pas bien, eh bien aussi ça va entraîner une diminution de la ventilation alvéolaire et donc une augmentation de la PaCO2. Ou bien si aussi il y a une augmentation des résistances aériennes et donc une augmentation nécessaire du travail musculaire, ça peut au final entraîner une fatigue musculaire et donc une diminution de la fréquence respiratoire et une hypoventilation alvéolaire. Et là, c'est une première cause. L'hypoventilation alvéolaire, ça peut entraîner, évidemment, si il y a une diminution de la ventilation alvéolaire, ça entraîne une augmentation de la pression alvéolaire en CO2, mais ça va aussi entraîner par répercussion une diminution de la pression alvéolaire en oxygène et donc une diminution de la PaO2, de la pression artérielle en oxygène. La pression artérielle en oxygène, ça s'appelle, si elle est diminuée, ça s'appelle une hypoxémie. Et l'hypoventilation alvéolaire est donc un premier mécanisme d'hypoxémie. Il y en a 4, on vient de voir le premier. Est-ce que ça va pour l'hypoventilation alvéolaire ou est-ce qu'il faut que je redise ? Alors, au final, là, on a vu la première partie du cours, c'est la ventilation. Au final, qu'est-ce que vous devez avoir compris ? Alors, vous devez avoir compris, ce que moi je vous demande, c'est que vous ayez une idée de quels sont les déterminants de la composition des gaz inspirés alvéolaires et des gaz expirés. Je vous rappelle, gaz inspiré, c'est le gaz dans les voies aériennes, c'est-à-dire c'est un air atmosphérique qui est réchauffé et humidifié. Le gaz alvéolaire, c'est un gaz qui est considéré comme constant, qui est très différent du gaz inspiré parce qu'il n'est que partiellement renouvelé à chaque cycle respiratoire et que de l'O2 est soustrait au gaz alvéolaire et que du CO2 passe du sang au gaz alvéolaire. Et le gaz expiré, c'est un mélange de gaz alvéolaire et du gaz de l'espace mort. Il faut
comprendre aussi les relations entre ventilation totale ou ventilation alvéolaire et la consommation d'oxygène et la production de CO2, connaître l'équation des gaz alvéolaires, mais pas forcément la façon dont on y arrive, et savoir que l'hypoventilation alvéolaire, ça entraîne une hypercapnie et une hypoxémie, et que c'est un mécanisme d'hypoxémie. On va les revoir après, on en a plusieurs à voir aujourd'hui, je crois, et peut-être même... non, aujourd'hui. On va voir les autres mécanismes aujourd'hui. Ça va? Bon, donc... je continue. On a vu la première partie du cours et sur les prochaines 20 minutes, on va voir la diffusion, c'est-à-dire là, on va quitter nos alvéoles et on va suivre les gaz, l'oxygène et aller dans le vaisseau. Donc la question là, c'est comment les gaz traversent les parois alvéolaires. En fait, il y a deux étapes. Il y a une étape qu'on appelle de la diffusion. Donc ici, c'est une paroi alvéolaire en microscopie électronique. Là, c'est l'alvéole. Donc ici, il y a le gaz alvéolaire. Et notre oxygène, il va falloir qu'il aille jusqu'au niveau du vaisseau. Alors, ici, c'est le cytoplasme de la cellule endothéliale. À l'intérieur, il va y avoir du plasma et des globules rouges qu'on appelle des hématies. Et l'oxygène, il va aller en majorité, on le verra tout à l'heure, dans les globules rouges, se fixer à l'hémoglobine. La paroi alvéolaire, elle est constituée ici du cytoplasme du pneumocyte 1, qui est très fin. Donc la majeure partie de la surface, elle est bordée, l'épithélium alvéolaire est en majorité constitué de pneumocyte 1, qui sont des cellules avec un cytoplasme très fin. Donc ici, ça c'est le cytoplasme du pneumocyte 1, et entre les deux, entre le cytoplasme du pneumocyte 1 et le cytoplasme de la cellule endothéliale, il y a du tissu conjonctif très fin. Donc finalement, l'oxygène, il va devoir traverser le cytoplasme du pneumocyte 1, le tissu conjonctif très fin, le cytoplasme de la cellule endothéliale, puis le plasma, et finalement arriver dans l'hémoglobine. La traversée des tissus, c'est ça qui se fait par diffusion, et on va voir ce que c'est que cette diffusion. Et puis ensuite, il y a une deuxième étape qui est la combinaison avec l'hémoglobine. Alors déjà, vous voyez ici à l'échelle, c'est 1 micron. Vous voyez que la distance finalement à parcourir pour l'oxygène, elle est très faible. Donc en fait, la paroi alvéolaire, c'est là où on retrouve ce qu'on avait déjà un petit peu vu la dernière fois, c'est la relation structure-fonction. C'est-à-dire que la structure de la paroi, sa structure histologique, eh bien, elle est très favorable aux échanges gazeux, puisqu'il y a un trajet extrêmement fin à parcourir, une paroi très fine, enfin une épaisseur très fine à parcourir, beaucoup moins que 1 micron dans la plupart des cas, et que ça c'est très favorable aux échanges gazeux. L'autre point, on l'a un tout petit peu abordé, si on met toutes ces alvéoles, ces parois alvéolaires à plat, en fait, le fait qu'on ait un repliement extrême de toutes ces parois alvéolaires, enfin de tout ce tissu alvéolaire, fait qu'en fait la surface d'échange est énorme, puisqu'on a à peu près 50 à 100 mètres carrés de surface d'échange. Donc ça aussi, bien sûr, c'est très favorable aux échanges gazeux. Alors finalement, comment se font nos échanges gazeux? Ils se font donc par diffusion. La diffusion, elle suit la loi de Fick. La loi de Fick, elle nous dit que le débit de transfert d'un gaz à travers une couche de tissu, il est proportionnel à la surface d'échange, inversement proportionnel à l'épaisseur du tissu, proportionnel à une constante de diffusion qui dépend de la solubilité du gaz dans le tissu et de son poids moléculaire, et de la différence de pression de part et d'autre du tissu. Et donc on peut dire que finalement le débit de transfert du gaz, il est proportionnel à une constante générale qui correspond à la surface sur l'épaisseur fois d, multiplié par la différence de pression. On vient de voir que l'épaisseur, elle est très fine, donc ça c'est très favorable aux échanges gazeux. La surface, elle est très grande, c'est aussi très favorable aux échanges gazeux. La constante de diffusion, elle est ce qu'elle est pour l'oxygène, c'est assez favorable. Elle est
encore plus élevé pour le CO2, parce que le CO2 est très soluble. En fait, on peut considérer que les tissus, c'est un peu comme de l'eau. Le CO2 est très soluble dans l'eau, donc la constante de diffusion est plus élevée encore pour le CO2. Et donc maintenant, on va regarder ce qu'il en est de la différence de pression de part et d'autre de l'alvéole. C'est bon? Alors, on se retrouve au niveau, ici, du capillaire. D'accord? Vous vous souvenez, les échanges gazeux, les échanges quoi qu'il en soit, même nutritifs, c'est toujours au niveau des capillaires. D'accord? C'est pas au niveau des artérioles, pas au niveau des vénules, c'est au niveau des capillaires. Ici, de ce côté-là, ça va vers l'artère pulmonaire. De ce côté-là, ça va vers la veine pulmonaire. Et le sang qui arrive, il est de composition veineuse, donc je l'ai dessiné en bleu, et il va repartir enrichi en oxygène, donc par convention, dessiné, colorié en rouge. Là, on a un regard, donc là, bien sûr, c'est un schéma, donc je n'ai pas dessiné les différentes parois. Bien sûr, ici, il y a l'épithélium alvéolaire et l'épithélium endothélial, mais je ne l'ai pas dessiné. Et donc, en regard, on a l'alvéole pulmonaire. Ce qu'on a vu dans le cours précédent, c'est que la pression alvéolaire en oxygène, elle est à peu près égale à 100 mm de mercure. La pression alvéolaire en CO2, elle est à peu près égale à 40 mm de mercure. Quelles sont les pressions dans les vaisseaux? Eh bien, ici, on est au niveau de l'extrémité donc artérielle du capillaire. On a une pression veineuse en oxygène qui, si on la mesure, donc là, si on fait un prélèvement au niveau de la veine, d'accord, et qu'on regarde la composition, qu'on mesure la pression veineuse en oxygène, eh bien, on va avoir une pression qui est à peu près égale à 40 mm de mercure. D'accord? Donc on n'a pas du tout, bien sûr, zéro. Hein. Il y a de l'oxygène qui reste dans le sang veineux. Et c'est à peu près à 40 mm de mercure. Donc là, on est à 40 mm de mercure, donc on a une différence de pression de 60 mm de mercure entre la pression alvéolaire et la pression qui règne dans le capillaire dans la partie vers l'artère pulmonaire. 60 mm de mercure, c'est une grande différence de pression, donc ça va être très favorable à ce qu'il y ait un afflux massif d'oxygène qui passe de l'alvéole vers le capillaire. Et effectivement, si on mesure la pression dans le capillaire sur le trajet où il peut y avoir des échanges avec les alvéoles, on voit que la pression en oxygène dans le capillaire, elle va augmenter très rapidement pour atteindre très vite la pression alvéolaire en oxygène. Donc on a une pression artérielle dans le capillaire qui atteint très vite la pression alvéolaire en oxygène, donc 100. Et en fait, si on considère qu'on peut avoir des échanges sur toute cette portion, eh bien en fait, dès le tiers du trajet dans le capillaire, donc sur le capillaire, il peut y avoir des échanges sur une certaine distance du capillaire, ce qui est en regard de l'alvéole, eh bien dès le tiers du trajet dans le capillaire, la pression en oxygène dans le capillaire a atteint la pression alvéolaire en oxygène. Si on regarde ce qu'il en est pour le CO2, alors la pression veineuse en CO2, si je mesure sur mon prélèvement veineux, quelle est la pression veineuse en CO2, on est à 45 mm de mercure. Et là, alors vous voyez que finalement, on a une différence de pression qui est bien moindre. On n'a que 5 mm de mercure de différence de pression entre la pression alvéolaire en CO2 et la pression veineuse en CO2. Donc c'est moins favorable aux échanges gazeux pour que le CO2 sorte et diffuse à travers la paroi du capillaire vers l'alvéole, mais je vous ai dit, la constante de diffusion est beaucoup plus élevée puisque le CO2 est beaucoup plus soluble dans l'eau. Donc en fait, les échanges se font de façon extrêmement rapide également, et on a également une équilibration entre la pression en CO2 dans le capillaire et la pression alvéolaire en CO2, qui devient aussi, au tiers du trajet dans le capillaire, on a la pression qui devient égale à 40 mm de mercure. C'est bon? Donc finalement, ce que est représenté en schéma ici, c'est indiqué en... ça va être indiqué en toutes lettres. Ce que j'ai pas mis, c'est ici, ça s'appelle les gradients de diffusion alvéolo-capillaire. Là, cette représentation s'appelle le gradient de diffusion alvéolo-capillaire, qui montre qu'il y a une équilibration dès le tiers du trajet dans le capillaire. Donc ici, dans des conditions de repos et chez un sujet sain,
La PO2 capillaire, elle atteint pratiquement celle du gaz alvéolaire lorsque le globule rouge arrive au tiers de son chemin dans le capillaire. D'accord, on imagine comme si on suit un globule rouge qui va se charger en oxygène. Et puis, la quantité d'oxygène transférée de l'alvéole au sang, elle va dépendre essentiellement du débit sanguin disponible chez le sujet sain et non des propriétés de diffusion de la barrière. Et donc, le transfert de l'oxygène est donc limité par la perfusion. D'accord ? S'il y avait plus d'oxygène, plus de sang qui arrive, eh bien, il y aurait plus d'oxygène qui arriverait. Donc, le transfert de l'oxygène, il est plutôt limité par la perfusion parce que les réserves de diffusion du poumon sain sont considérables, puisque, en fait, on voit que dès le tiers du trajet, tout est équilibré. Donc, finalement, on a des réserves de diffusion importantes. Donc ça, c'est ce qui se passe chez le sujet sain. Essayons d'imaginer un sujet qui est malade. Alors, c'est le même schéma que tout à l'heure, mais encore plus schématique. Donc, en fait, combien de temps, quand le sang passe dans le capillaire, pendant combien de temps il a une disponibilité pour avoir des échanges? D'accord ? Là, tout à l'heure, je vous parlais de trajet. Maintenant, on va parler en temps. Eh bien, en fait, le globule rouge, quand il passe dans le capillaire, il est en regard de l'alvéole pendant 3/4 de seconde. D'accord ? Donc les échanges, ils vont avoir lieu en 3/4 de seconde chez le sujet au repos. Et je vous rappelle, on a une pression alvéolaire en oxygène qui est aux alentours de 100 mm de mercure. Ce qu'on vient de voir, c'est qu'on part de 40 mm de mercure et que donc en 3/4 de seconde, on va avoir les échanges qui se passent. Et en fait, finalement, comme les réserves et comme les réserves de poumons de diffusion sont considérables, qu'on a une loi de Fick qui va gouverner les échanges, que notre différence de pression est très favorable, que l'épaisseur est faible, etc. En fait, en 1/4 de seconde, les échanges ont eu lieu et la PaO2 dans le capillaire atteint la pression alvéolaire. Ça, c'est le sujet sain, diffusion normale. Imaginons qu'on a une paroi alvéolaire qui est épaissie. D'accord ? Notre tissu conjonctif, au lieu d'être tout fin, comme on l'a vu, il va être épaissi parce qu'il y a une fibrose pulmonaire, il y a une maladie qui entraîne une constitution de collagène, une accumulation de collagène ou une accumulation par exemple, les mineurs qui étaient exposés à la silice. La silicose, c'est une maladie dont on n'entend plus beaucoup parler, mais avant qui était une maladie des mineurs. Donc la silicose, elle a entraîné des dépôts de silice au niveau du tissu conjonctif. Et donc une augmentation de l'épaisseur du tissu conjonctif, donc une augmentation de l'épaisseur de notre paroi alvéolaire. Et donc évidemment, ça entrave les échanges, la diffusion va être moins favorable puisque l'épaisseur de la paroi est plus élevée. Donc à ce moment-là, on peut avoir ce type d'échange. C'est-à-dire que la diffusion, l'épaisseur est telle, il y a de telles anomalies que en fait, l'oxygène diffuse, mais mal. Et à la fin de la sortie dans le capillaire, on va mesurer la pression artérielle en oxygène, toujours par notre gaz du sang, et on va voir que notre pression artérielle en oxygène, elle est inférieure à la pression alvéolaire en oxygène. Par exemple, ici, on arrive à peine 60. Donc ça, c'est une hypoxémie de repos, d'accord ? La PO2 qui est basse, on a dit que c'était une hypoxémie. Et là, pourquoi elle est basse ? Eh bien parce qu'il y a un trouble de la diffusion. Donc la diffusion, le trouble de la diffusion, c'est un autre mécanisme d'hypoxémie. C'est le deuxième mécanisme d'hypoxémie qu'on voit. Là, c'est évident, on va faire le gaz du sang, voir qu'il y a une hypoxémie, chercher pourquoi, et puis le patient, par exemple, on apprend que c'est un ancien mineur qui a travaillé, etc., et donc dans les mines, et que finalement il a une silicose. Bon, ok. On peut avoir un autre cas de figure où en fait on va avoir ce type-là. C'est-à-dire que la diffusion, elle est un peu anormale. L'oxygène diffuse, mais mal. Mais au bout des 3/4 de seconde, eh bien, finalement, la PO2, elle aura atteint la PO2 dans le système artériel aura atteint la PO2 alvéolaire. Et là, si je fais un gaz du sang, vous voyez, je ne pourrais pas détecter. J'aurai une pression artérielle d'oxygène dans mon sang artériel qui sera normale. Je ne pourrais pas détecter qu'en fait, sa diffusion est complètement anormale et que son tissu pulmonaire, donc a priori, ne fonctionne pas bien. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour essayer de différencier ces deux situations, diffusion normale ou diffusion un peu anormale? Eh bien, on peut jouer sur le temps de transit. Ici, au repos, on a 3/4 de seconde pour qu'il y ait des échanges. Mais si je fais faire un exercice à mon patient, là il est au repos, mais si je lui fais faire un exercice, si je le fais pédaler sur un vélo par exemple, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ?
la fréquence cardiaque va augmenter. Donc, il va avoir une fréquence cardiaque qui augmente et donc un temps de transit ici qui va diminuer. Et de ce fait-là, je vais pouvoir, si je lui fais un gaz du sang pendant qu'il est en train de pédaler, eh bien, je vais pouvoir détecter éventuellement une anomalie de la diffusion. Par exemple, si je le fais pédaler suffisamment pour que sa fréquence cardiaque augmente et qu'il ait un temps de transit qui ne soit plus égal qu'à 0,25 secondes, et que je lui fais un gaz du sang, et bien du coup, là, je vais détecter qu'il a une pression en oxygène, artérielle en oxygène, qui va être inférieure à la normale, alors que chez un sujet sain, vous voyez, ici, j'aurai quand même une pression artérielle en oxygène qui serait normale. Donc je peux détecter une hypoxémie d'exercice qui va m'indiquer qu'il y a sûrement un trouble de la diffusion. Ça va? Ou pas? Oui? Alors, ici, voilà, donc c'est une hypoxémie de repos. Et là, bien sûr, évidemment, qu'est-ce que j'ai rajouté là? Oui, ici, si je le faisais pédaler, bien évidemment, j'aurais aussi une hypoxémie, mais enfin, généralement, on ne va pas le faire, puisqu'on voit déjà de base, au repos, qu'il est anormal, le patient. Alors, finalement, il peut exister une différence mesurable entre la PO2 à la sortie du capillaire et la PO2 alvéolaire. Donc, quand je dis PO2 à la sortie du capillaire, moi, là, j'ai raisonné en vous disant PO2 artériel, d'accord? On va voir tout à l'heure exactement ce qu'il en est, de la sortie du PO2 du capillaire, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est vraiment la PO2 artérielle? Donc, mais en gros, on peut faire une analogie. Donc, il peut exister une différence mesurable entre la PO2 à la sortie du capillaire et la PO2 alvéolaire. Chez un sujet dont la membrane alvéolo-capillaire est épaissie et la diffusion très anormale, donc c'est le cas des pneumopathies, ce qu'on appelle les pneumopathies interstitielles, des fibroses pulmonaires, et à ce moment-là, on peut détecter une PO2 basse au repos, une PaO2, un petit a, O2 basse au repos ou au cours d'un exercice. Et donc là, il y a une limitation par la diffusion. Mais par exemple, comme on l'a vu tout à l'heure, si vous êtes en haute altitude, on a vu que la pression barométrique chutait. Donc si la pression barométrique chute, la pression alvéolaire en oxygène, elle va chuter aussi. Si la pression alvéolaire en oxygène chute, du coup notre différence de pression alvéolo-artérielle, qui va être un des déterminants de la diffusion, elle va diminuer aussi. Et dans ces cas-là, souvent au repos, ce n'est pas gênant, mais si vous allez faire un exercice musculaire intense en altitude, eh bien vous pouvez à ce moment-là avoir des anomalies de la diffusion et avoir effectivement une limitation à ce moment-là de la diffusion, une différence mesurable entre la PO2 à la sortie du capillaire et la PO2 alvéolaire. Et donc, on a vu là le deuxième trouble, mécanisme plutôt d'hypoxémie, c'est le trouble de la diffusion. D'accord ? Le premier mécanisme d'hypoxémie, donc un mécanisme physiopathologique qui entraîne une PO2 basse dans l'artère, c'est l'hypoventilation alvéolaire. Le deuxième, c'est le trouble de la diffusion. Et on a vu que la diffusion, en fait, elle a deux étapes. Enfin, le passage de l'oxygène de l'alvéole au sang, il y a deux étapes. C'est la diffusion, d'abord de la membrane alvéolo-capillaire. Et puis la deuxième, on l'avait vu au tout début, vous vous rappelez, c'est la combinaison avec l'hémoglobine, que l'on peut mettre en équation de ce type-là, c'est-à-dire c'est la vitesse de réaction de l'O2 avec l'hémoglobine, et puis multiplié par le volume capillaire. En fait, on va passer très vite, parce que cette vitesse de réaction, de combinaison avec l'hémoglobine, elle est très rapide généralement, donc finalement ça va être négligeable, et l'étape qui est la plus limitante, c'est cette étape de diffusion de la membrane alvéolo-capillaire. Mais en fait, normalement, on devrait considérer donc la résistance globale à la diffusion, qui est la résistance le passage de la membrane, puis la combinaison à l'hémoglobine. Pour le CO2, on va passer. Et donc, finalement, dernière diapo, on a vu que pour la diffusion, les gaz passent la membrane alvéolo-capillaire, donc selon la loi de Fick, par diffusion. La structure de la membrane, son épaisseur et sa surface, mais les pressions alvéolaires aussi et capillaires en O2 sont très favorables aux échanges gazeux et que les réserves du poumon sain sont considérables. Et bien, je crois que c'est la dernière diapo. Oui, voilà. Donc, on va faire une pause avant de regarder ce que deviennent les gaz une fois qu'ils arrivent dans le sang.